C'est pas parce que je fais le cabochon dans mes mises en scène de début que nécessairement je pense pas à vous autres. Le coronavirus, il écœure tout le monde. Puis vous autres, vous êtes en secondaire 5, vous pouvez plus vous voir. C'est pas trop ce qui va arriver avec votre balle définissant. C'est vraiment pas nice. Alors, c'était pour vous faire rire, ma mise en scène, mais je pense à vous autres. Ça m'écœure solidement aussi de pas pouvoir vous revoir. Mais au moins, en tout cas, je me livre à vous comme ça. Puis, éventuellement, j'aimerais ça avoir de vos commentaires, de vos avis. Puis, on trouvera un moyen drôle de vous faire participer dans ces vidéos-là si ça vous tente. Je le dirai à la fin de la vidéo. Donc, je pense à vous autres. Puis, sinon, commençons tout de suite avec la vidéo comme telle. Alors, en fait, cette capsule-ci sert essentiellement à faire une correction de différents exercices qu'on a fait. Il y en avait un sur le nazisme, puis il y en avait un sur les circonstances qui ont amené les nazis à prendre le pouvoir dans les années 1930 en Allemagne. Toutes les circonstances qui entourent ça, qui précédaient la prise de pouvoir par les nazis, puis par Adolf Hitler dans les années 1930. On verra plus tard la date exacte. Donc, on s'était dit dans les capsules sur Adolf Hitler qu'il y avait 3 grandes questions. Il y en a une qu'on a en partie répondu, c'est qui Adolf Hitler? On le connaît un peu mieux. C'est quoi ses références culturelles? Wagner, Nietzsche. D'ailleurs, Nietzsche, le philosophe, c'est lui qui disait « Ce qui nous tue pas nous rend plus forts ». Donc, l'expérience que vous vivez, pensez à cette phrase-là « Ce qui nous tue pas nous rend plus forts ». Alors, Nietzsche, c'est lui qui a dit cette fameuse phrase-là. Alors, Hitler, c'était une de ses références. Sinon, dans nos 2 questions, on avait « Est-ce que sans le personnage Hitler, il y a eu une deuxième guerre mondiale? » Je pense que vous commencez à deviner que peut-être que oui, peut-être que non, mais d'une manière ou d'une autre, pour avoir une réponse juste, puis qui répondrait aussi à la question 1, pourquoi est-ce qu'on a reproduit les erreurs du passé, puis qu'on est retombé dans une deuxième guerre mondiale malgré les erreurs qu'on n'aurait pas dû reproduire. On connaissait très bien ce qui est arrivé à la Première Guerre mondiale, pourquoi on n'en a pas tiré les leçons. Il faut comprendre qu'un événement puis un personnage est toujours en lien avec le contexte dans lequel les choses se produisent. Comprenez-moi bien, jamais j'aurais fait le cabochon comme ça dans une capsule à mes élèves s'il n'y avait pas la COVID-19. C'est le contexte qui fait que je me comporte différemment pour vous faire rire. Qu'est-ce qui fait que les nazis ont pu prendre le pouvoir puis que le nazisme a pu toucher les gens? C'est parce qu'il y avait un contexte qui désespérait les gens en Allemagne. C'est ce qu'on va voir dans cette capsule-ci pour essayer de comprendre comment ça qu'on n'a pas tiré les erreurs du passé. Alors justement, je vous avais donné comme devoir dans la première capsule sur Adolf Hitler, si vous allez sur mon écran ou que je partage sur l'écran que je partage avec vous en ce moment, il y avait une question qui était « Que signifie le nazisme? » Alors, vous avez sûrement fait une recherche ou peut-être l'avez-vous pas fait ou peut-être le saviez-vous. Ça vient de national-socialisme. Ça nous dit que Adolf Hitler et les nazis, quand ils ont créé ça, en fait, il y a un acronyme au parti qui est plus long que ça. Un acronyme, c'est des lettres. Mais le mouvement qui a été fini par être résumé en nazisme, ça vient de la contraction de 2 mots, national et socialisme. Puis en théorie, le socialiste, c'est une idéologie de gauche qui veut aider son prochain, qui demande que le gouvernement intervienne, comme genre ce que Trudeau fait pour les programmes pour les étudiants. Si vous n'avez pas d'emploi cet été, le 1200 $, ce serait du socialisme si on veut, pour aider dans une situation particulière des gens qui en auraient plus besoin. Alors le national-socialisme, il y a de quoi qui ne marche pas, c'est un hyper-nationalisme qui est plus comme un repli identitaire que certains, je ne dis pas que le nationalisme c'est ça, mais l'ultranationalisme, oui. Donc il y a un ultranationalisme associé, donc qui est un mouvement un peu de droite, associé à un mouvement de gauche. Ça nous prouve déjà que c'est un peu n'importe quoi cette idée-là. D'ailleurs, on ne peut pas dire que le nazisme officiellement c'est une idéologie, on pourrait s'en reparler. Maintenant, en quoi le nazisme est-il du totalitarisme? On avait dit que le totalitarisme, c'est quand un gouvernement s'approprie la totalité des pouvoirs et contrôle presque la totalité de la vie sociale. Je veux dire, c'est un peu ce qui se passe en ce moment au Québec puis dans le monde, mais on a des intentions bienveillantes. On veut sauver des vies. Mais dans le totalitarisme, c'est des dictatures qui ne veulent pas sauver des vies, c'est des dictatures qui se mettent au pouvoir, qui contrôlent la totalité des pouvoirs, d'où le mot totalitarisme, au fin d'avoir la totalité des pouvoirs pour ceux qui prennent le pouvoir. Donc l'objectif, c'est pas le peuple, c'est autour d'une personne. Nous, en classe, quand on l'avait défini, si vous permettez, je vous ramène à la page 1 de votre cahier. On avait défini que le totalitarisme, c'est dans le bas de la page. En fait, on avait vu plein de dictateurs de l'époque qu'on étudie, dont Joseph Staline. Et on avait déterminé que c'est effectivement ce que je viens de vous expliquer, la totalité des pouvoirs et les activités de la société contrôlées
par une dictature et donc contrôle social. On va même vouloir entrer dans la vie privée des citoyens et imposer les idées et l'idéologie. Donc ça, on l'avait déjà déterminé. Le nazisme, et donc, je ne réécris pas, mais vous avez la même idée que voir page 1. Excusez-moi, je me suis trompé. Ça aurait dû être écrit pour cette question-ci. Donc, voir page 1. Sinon, le nazisme est-il apparenté au fascisme? Le fascisme, c'est l'invention de Benito Mussolini en Italie. Eh bien, oui. On avait dit en classe qu'il y avait une relation amour-haine entre Adolf Hitler et Benito Mussolini. Adolf Hitler est admiratif, puis il va s'inspirer beaucoup de ce que Mussolini va avoir mis de l'avant, comme le fascisme. Donc, il va s'en inspirer, mais en même temps, il y a une relation amour-haine, c'est souvent on est envieux. Alors, Adolf Hitler va toujours vouloir faire plus que Mussolini dans l'histoire. On pourra en reparler. Mais oui, c'est apparenté. C'est, dans le fond, pour y ajouter fortement inspiré. D'accord? Du fascisme. 3 petits points. Le nazisme est-il une forme d'idéologie claire? Bien, comme je l'avais dit à la question 1, le national-socialiste, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, le logo, le fond rouge, avec un point blanc, puis la croix gammée, la Svastika, c'est une invention d'Adolf Hitler, où est-ce qu'il a dit, ben le rouge, les communistes, c'est super populaire, fait que nous, on va prendre ça, mais il est super anticommuniste. Donc, mais il se dit juste, c'est reconnu, il y a des gens qui aiment le communisme, on va mettre du rouge. Puis après ça, ça c'est beau, une croix gammée. Donc, c'est pas si songé que ça, ou réfléchi, ou... C'est une construction qui est beaucoup du marketing puis du n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'ils croyaient pas à leurs idées, les nazis, mais c'est pas une idéologie claire. C'est un peu du n'importe quoi. Ils s'influencent les uns les autres, les nazis. Au début, c'est une bande un petit peu de outsiders. C'est comme des black blocs qui défendent des manifestations, qui sont violents, ils sont pas représentatifs des manifs, puis la majorité des gens quand il y a une manifestation. Les nazis, c'était un peu comme les chemises noires de Mussolini qu'on avait vu en classe, des perturbateurs, puis un petit groupe de radicaux. D'accord? Fait que ça fait le tour de cette page-là. Sinon, j'avais demandé de faire la page 29, qui se faisait avec le texte de la page 26. Alors, la page 26, si vous voulez, là, je le laisse un petit peu à l'écran, le texte. Donc, vous pourriez le lire si vous n'avez pas le document à la maison. Mais en gros, ça parle de la République de Weimar. Weimar, c'est une ville en Allemagne, puis c'est là où il y a eu comme un parlement temporaire à la suite de la Première Guerre mondiale. Ça a été un régime entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui a été, somme toute, chambranlant et très fragile. Essentiellement, là, vous avez des réponses pour expliquer c'est quoi dans l'encadré grisâtre que je vous avais mis et aussi un petit peu dans le paragraphe, le dernier paragraphe. Alors, on pourra en reparler, mais cette république-là, elle s'est inscrite, elle a été mise en place après la Première Guerre mondiale, puis vous devinez déjà que dans le paragraphe en gris foncé, on parle des conditions de reddition de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Vous vous rappelez que notamment la France et la Belgique ont été très, très, très strictes, très sévères, notamment une dette de guerre. Donc vous devinez que ça fait partie des conditions dans lesquelles la nouvelle République allemande va travailler. Et c'est pour ça qu'elle est fragile, parce qu'elle a une grosse dette, puis c'est des conditions précaires. D'accord? Sinon, j'avais mis aussi une page pour répondre à la page 29, à la page 28. Alors, première chose, en 1923, justement, France et Belgique ont été occupées une partie de l'Allemagne, la région de la Ruhr, et je l'ai pointé ici sur la carte. Et ça a été perçu en Allemagne comme une humiliation qui fait que les victorieux ont écrit l'histoire en leur faveur. Donc, cette humiliation-là, elle n'a pas passé. Que les Français et les Belges occupent une partie de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, c'était déjà dans leur mémoire, là, c'était pas quelque chose de bien. Aussi, il y avait la peur des communistes partout en Europe. Il y avait la peur des communistes, autant en France, beaucoup de gens craignaient les communistes que peu importe le pays européen, mais en Allemagne, il y avait des Spartakistes qui étaient un mouvement communiste, et ces gens-là faisaient des barricades et voulaient faire une révolution violente à la Lénine, et ça faisait peur, ça attirait certaines personnes, mais ça faisait peur à d'autres. Donc, ça fait partie du contexte dès l'après la Première Guerre mondiale. En 1923, avant le crash boursier dont je vous ai parlé, puis que vous connaissez beaucoup, le crash boursier des États-Unis en 1929, la monnaie Allemagne, la monnaie de l'Allemagne, pardon, le mark, c'est comme le dollar ici, ben c'est complètement effondré. Je vous ai mis ici un exemple, là. Un mark qui, au début de l'année 1923, coûtait
en coûtait 160 000. Ça veut dire que une chose qui te coûtait, comme nous autres supposons une chose qui te coûte une pièce, ben, à la fin de la même année, ça te coûte 160 000 $. Fait que c'est changer de dollar pour marque, puis ça vous montre qu'il y avait une misère économique incroyable en 1923. S'ajoute à ça les conséquences de l'épidémie boursière qui a amené un crash économique qu'on a appelé la Grande Dépression dans les années 30. Donc, vous voyez ici des images, on en a abondamment parlé. Et aussi certaines problématiques liées à du racisme avec des événements qui sont en lien avec des gens qui pratiquent la religion juive. Donc, il y a aussi l'idée d'être anti-juif. Je vous apprends rien là-dessus non plus. Donc, après avoir fait le tour de ces deux pages-là, il fallait essayer de répondre à la question suivante de la page 29. Donc, en appuyant sur ces deux pages-là de documents, nomme et classe des faits qui expliquent la montée du mouvement nazi. Alors, premièrement, conséquences du traité de Versailles. Je vous avais dit que dans l'encadré gris de la page 27, pardon, excusez-moi, j'essaie de saisir un extrait que je vous avais mis, oui, j'y arrive. Alors, j'avais dit que l'encadré gris de la page 27 parlait beaucoup des conditions de la fin de la Première Guerre mondiale qui s'est signée à Versailles, pas très loin de Paris. Donc, tout ce qui est indiqué ici, la situation économique critique de l'Allemagne ne favorise pas l'intégration sociale des anciens combattants. Les anciens combattants de l'Allemagne de la Première Guerre mondiale ont de la difficulté à s'intégrer à nouveau à la société. Aussi, ils sont frustrés à l'égard des Alliés et leur traité de Versailles. Donc, les Français, les Belges, les Britanniques, les Américains, ils sont frustrés en se disant, c'est quoi ce traité-là donne aucune chance à l'Allemagne de devenir démocratique puis de s'intégrer à l'Europe et au monde. Donc, on est constamment avec une lourde dette, tout ça. Et il y a aussi eu une amputation, troisième point, de l'Allemagne. Comme exemple, la fameuse région de l'Alsace-Lorraine qui est à la frontière Allemagne-France. Alors, ça a été redonné à la France pour frustrer davantage les Allemands. Et troisième point, il y a ce que j'avais abordé avec vous aujourd'hui, la fameuse mégadette qu'on leur a imposée et qui les appauvrissait davantage, sachant qu'il y avait déjà la dette, les problématiques de la crise économique de 1930, l'effondrement du mark en 1923 dont je vous ai parlé, le 1 pour 160 000 $, là, mark. Alors tout ça, sur le plan économique, donc la dette, vous voyez qu'il y a un lien, j'ai mis une flèche entre les deux, la dette de l'Allemagne, l'effondrement de la monnaie qui est le mark. Après ça, sur le plan de l'agitation populaire, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu changer les choses, il y en a qui ont voulu devenir communistes avec le crash économique pour trouver des solutions, là, les ouvriers qui perdent leur job, comme dans les autres pays, même aux États-Unis, il y en a qui voulaient aller vers le communisme. Et donc, il y a une agitation. Somme toute, en classe, on aurait parlé de la fragilité de la République de Weimar. C'est quoi cette fragilité-là? Ben, c'est comme un organisme dont le système immunitaire est affaibli. Ça veut dire que la société allemande est affaiblie au niveau économique, on a vu pourquoi, au niveau de l'agitation populaire, il y a même de la violence, des contestations, et c'est dans un corps affaibli, comme un corps affaibli qu'un système immunitaire, que les nazis ont pu s'infiltrer comme un virus pourrait s'infiltrer dans un corps. OK? Donc, finance, en classe, on aurait noté les problèmes sont de l'ordre financier, de l'ordre des problèmes sociaux et aussi de la baisse du niveau de vie du peuple. D'accord? Alors, pour aujourd'hui, ça fait le tour de la question pour la capsule. Éventuellement, on va vraiment aller vers la compréhension de la Deuxième Guerre mondiale, mais vous comprenez déjà aujourd'hui qu'à notre grande question, est-ce que c'est seulement Adolf Hitler qui explique qu'on est retombé dans les erreurs du passé? On est capable de dire pas du tout. C'est, dans le fond, les nazis, c'est un peu comme le virus, puis les circonstances sociales, c'est comme le corps dont le système immunitaire est affaibli. Donc, les circonstances historiques sont autant importantes, sinon plus, que les personnes comme Adolf Hitler. On commence à mieux répondre à notre question. Pourquoi on n'aurait pas reproduit les erreurs du passé? Ben, simplement d'avoir donné une si grosse dette à un pays, puis pas lui avoir laissé de chance de se reconstruire, c'était peut-être une erreur de la France et de la Belgique dans le traité de Versailles. C'est un exemple pour mieux comprendre. On va s'en reparler. Je vous avais dit en début de capsule,
J'aimerais ça avoir des nouvelles de vous. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est un petit courrier des lecteurs. Vous savez, dans les anciens journaux, il y avait des courriers du cœur. Une madame qui écrivait Mon mari, il rentre tard le soir et puis je me demande comment je dois l'accueillir. Tu sais, c'est une société sexiste. Les maris allaient travailler puis les femmes devaient apporter du journal, cuisiner, tout ça. Et puis là, il y avait la dame du journal qui écrivait Chère madame, votre mari mérite tous les égards, vous devriez lui mettre des pantoufles dès son arrivée. Bon, courrier du cœur. J'aimerais ça avec vous, si vous pouvez m'écrire par courriel ou d'une manière ou d'une autre des questions sur n'importe quoi. Comment je réalise des capsules, sur comment ça se passe dans ma vie, sur vous autres aussi, si vous voulez me parler de ce que vous vivez, tout ça, des témoignages. Ce serait le fun avec un angle humoristique tout en étant respectueux pour moi et pour vous-même. Puis je choisirai les meilleures questions et on pourra ensemble, je pourrai donner des réponses rigolotes à vos questions rigolotes si vous êtes complice avec moi là-dedans. Sinon, écoutez, je vous embrasse, je pense à vous. Lâchez pas la gang, puis au plaisir.